Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, Chine-Cameroun, le temps suspend son vol à Beijing. Rencontre au Palais du Peuple demain entre Paul Biya et Xi Jinping. Agenda de l'audience et enjeux sur la coopération bilatérale dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux sur place à Beijing. Énergie électrique, les chiffres ne brillent pas pour tout le monde. Moins de 14% de ménages en zone rurale ont accès à cette énergie au Cameroun, contre 57% en ville. Lumière sur le potentiel et les chantiers du secteur dans notre dossier. Invité ce soir, le directeur général d'Electricity Development Corporation, entretien en direct dans ce journal. En sport, FECA Foot, prolongation en vue pour le comité de normalisation. À moins de 24 heures de la fin de son deuxième mandat, l'équipe de Maître Api n'a pas terminé sa mission. Nous en parlons en page de sport. Voilà pour les titres. Monsieur le directeur général d'EDC, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. Entretien à suivre donc dans une dizaine de minutes tout à l'heure. Partons tout de suite pour la Chine qui cristallise toutes les attentions. La Chine qui cristallise donc toutes les attentions. Demain est prévu un tête-à-tête entre les présidents Xi Jinping et Paul Biya. C'est un moment important dans les relations entre les deux pays. Parlons donc de cette rencontre et de l'amitié sino-camerounaise avec notre envoyé spécial à Beijing, Yves-Marc Medzo. La Chine et l'Afrique, construire une communauté de destin encore plus solide par la coopération gagnant-gagnant. Voilà un thème très à la mode autour duquel le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et les têtes couronnées de l'ensemble du continent africain ont décidé de plancher dans le cadre de leur troisième sommet. À première vue, on pourrait penser à une incantation, une simple déclaration de principe. Que non. En effet, en cette année 2018, les ambitions de la Chine sont importantes. Si importantes qu'elle a besoin de l'Afrique, de tout le continent africain pour les réaliser. Et ces ambitions-là tiennent à la fois à son désir de puissance, à la reconquête de son passé glorieux et à la reconstitution de la route de la soie, ne serait-ce que sur le plan symbolique. Et dans ce désir d'affirmation, Beijing sait que le continent africain dispose de ressources nécessaires à sa projection mondiale. De son côté, l'Afrique ne fait plus mystère de son désir de s'affranchir des errements du passé pour prendre conscience de son riche potentiel. Le signal donné par notre continent au cours de ces dernières années, lors des différentes retrouvailles au sein de l'instance fêtière, l'Union africaine, contraint aujourd'hui bon nombre de ses partenaires à se réajuster. Plus que jamais, en effet, l'Afrique voudrait parler d'une seule et même voix, harmoniser ses positions pour mieux négocier son avenir. Et sur ce terrain de la négociation, justement, les deux parties, à savoir la Chine et l'Afrique, ont en partage un certain nombre de valeurs. Des valeurs qui sont, entre autres, le dialogue, le respect mutuel, le règlement pacifique des différends, la liberté de choisir son modèle de développement. Évidemment, comme toujours dans l'univers de relations internationales, il n'est pas question ici d'angélisme, mais de la possibilité donnée à chaque partie de moissonner proportionnellement à sa proactivité, à sa capacité à défendre ses intérêts. Pour le Cameroun de Paul Biya, engagé dans une marche résolue vers l'émergence, le paradigme est simple. Tout en restant attaché aux partenaires traditionnels, l'on pose que l'option de diversification de l'économie prise par notre pays va naturellement de pair avec la diversification des interlocuteurs. Et dans ces conditions, il devient naturellement difficile de se passer d'un pays comme la Chine qui a décidé de faire du Cameroun le quatrième destinataire de sa coopération sur tout le continent africain. Aujourd'hui, plus qu'hier, le Cameroun et l'Afrique ne veulent plus seulement laisser la Chine venir à eux, ils ont décidé eux aussi de venir à la conquête de l'empire du milieu. Et au sujet du forum Chine-Afrique auquel va prendre part notre pays, il faut dire que plus de 50 délégations y sont attendues, de même que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Pour certains experts, ce sommet marque un tournant décisif dans la relation Chine-Afrique. Des précisions avec un de nos envoyés spéciaux à Beijing, Joseph Clément Ongba. En
ce parent des atours du sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, la Chine semble dessiner les contours d'un partenariat nouveau avec le continent africain. Une coopération gagnant-gagnant lorsqu'on sait que la Chine ne cache pas ses ambitions de grandeur. Et pour l'Empire du Milieu, l'Afrique reste un partenaire stratégique, en élevant au rang de sommet la conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique. La Chine dévoile aussi les enjeux de cette rencontre. 54 pays vont se réunir pour parler d'un destin commun. Pour la Chine, on peut imaginer les enjeux, un partenaire continental, alors que pour l'Afrique, c'est un partenaire stratégique qui a besoin des infrastructures, qui a besoin de s'industrialiser, qui a besoin de rattraper son retard sur le plan du numérique, qui a besoin de valoriser ses ressources humaines. L'Afrique a dévoilé son projet, sa vision 2063, à savoir devenir un continent prospère, stable, fort et respecté. Aux côtés du président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, plusieurs des 54 pays africains sont représentés par leurs chefs d'État, dont le président Paul Biya du Cameroun, le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame du Rwanda, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sont des présences qui font du sommet Chine-Afrique de 2018 un forum spécifique. La première spécificité, c'est la présence des chefs d'État. Lorsque les chefs d'État participent à un sommet, à un forum, on dit sommet, et parce que c'est un sommet, cela a toute son importance. Les personnalités qui arrivent, le programme tel qu'il est décliné, mais également les décisions à prendre et les enjeux qui feront l'objet de leur délibération. Le troisième sommet du Forum de coopération Chine-Afrique ouvre une page nouvelle de la coopération sino-africaine. Quatrième destinataire de la coopération chinoise en Afrique, le Cameroun occupe une place privilégiée dans la nouvelle carte sino-africaine. Le chef de l'État se trouve naturellement en Chine, mais nous parlons de son œuvre dans la suite de ce journal. L'œuvre du président de la République racontée par un témoin proche, le directeur adjoint du cabinet civil, Oswald Baboké, vient de commettre aux éditions EMIAS de Genève un ouvrage sur l'action politique, socio-culturelle et économique de Paul Biya. La publication a été présentée à la presse internationale à Paris, en France. C'était cette semaine. Maxence Ancel, en direct de Paris. Il est là tout chaud, le livre coffret Paul Biya, rédigé et réalisé par Oswald Baboké, édité par EMIAS à Genève. L'ouvrage met en perspective le président Biya, le grand homme d'État qui confectionne depuis 3 décennies l'histoire palpitante du Cameroun. Le livre coffret d'Oswald Baboké sur le promoteur du renouveau est constitué de 2 livres distincts. Les septennats du président et Paul Biya, les grandes réalisations. Présenté à la presse et aux hommes du monde du livre à Paris, le livre coffret Paul Biya se laisse déguster. Préface signée Samuel Vendor Ayolo. Un roman, une poésie avec un assemblage d'images les plus significatives du parcours personnel du président Paul Biya. La naissance d'une étoile en 1933 en Vomeka, brillant élève des Spiritains, un homme qui s'est construit par l'éducation et le savoir au Cameroun comme à Paris. L'homme au service de l'État, aux côtés du président Amadou Ahidjo, Premier ministre, accession à la magistrature suprême, chef de parti politique, tout y est dans ce livre. Paul Biya ne s'accorde pas de repos et les réformes prennent forme dans le pays. Derrière un grand homme, une grande dame. Chantal Biya, soutien inconditionnel du président, n'est pas en reste. L'effet Chantal est bien illustré, tant ses œuvres brillent au-delà du Cameroun. Et sur place au Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yang, a présidé ce jeudi 30 août 2018 le traditionnel conseil de cabinet. À l'ordre du jour, la rentrée scolaire et universitaire au Cameroun. Les détails avec Jean-Pierre Nzana. Encore quelques temps et ce sera le grand départ pour l'année scolaire et universitaire 2018-2019. À juste titre, le conseil de cabinet de ce mois d'août a été exclusivement consacré à cet important rendez-vous de la vie nationale.
À l'unanimité, assurance a été donnée par les 3 ministres en charge de l'éducation au Cameroun. Il y aura bel et bien rentrée scolaire et universitaire aux dates prévues sur l'ensemble du territoire national. D'où cette invitation de la ministre des Enseignements secondaires aux parents d'élèves des régions du nord-ouest et du sud-ouest en rapport avec la situation sécuritaire qui y prévaut. Send all the children to school. Envoyer tous les enfants à l'école parce que c'est un bien universel. Le chef de l'État l'a rendu accessible à tous les Camerounais. Nous devons en profiter, sinon qui va gouverner notre pays. Madame la ministre a également relevé pour s'en féliciter les innovations introduites dans son secteur, tant en termes de gouvernance qu'en termes de contenu des enseignements. Des innovations, il y en a également dans l'enseignement supérieur. C'est le cas par exemple de l'admission dès cette année académique des bacheliers littéraires à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé en ingénierie informatique. Ils sont les meilleurs dans ce secteur précis. C'est-à-dire non pas dans l'ingénierie informatique mathématique, mais dans l'ingénierie de la conceptualisation. Parce qu'ils ont un esprit plus ouvert, plus flexible, plus dense en matière de raisonnement, en matière d'invention, d'inventivité, de créativité. Quant à la boussole générale, elle se présente comme un triptyque. L'assurance qualité pour vérifier les fondamentaux que l'on enseigne aux étudiants, que l'enseignement ne soit pas au rabais, la professionnalisation pour que l'enseignement soit adapté aux besoins réels des milieux socio-professionnels, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire et l'employabilité des diplômés. Prescription du Premier ministre Philémon Yan au terme des échanges que les chefs de département ministériels mettent fin à la trop grande migration des enseignants vers d'autres administrations. Place au dossier du 20h30 consacré à l'offre énergétique du Cameroun en matière d'électricité. Les campagnes, on vous l'a dit en titre, sont sous-alimentées alors que les villes se situent un peu au-dessus de la moyenne. Le Cameroun mérite pourtant mieux au regard de son potentiel, le deuxième en Afrique. Le gouvernement est décidé à inverser la tendance grâce à une série de projets. Le regard de Jeune Béhi. L'offre actuelle d'énergie à travers les réseaux nationaux interconnectés sud et nord et via les centrales thermiques est estimée à 1400 MW par jour. Une offre largement en deçà de la demande. Moins de 14% des ménages au Cameroun ont accès à l'électricité en zone rurale contre 57% en zone urbaine. Deuxième potentiel hydroélectrique en Afrique avec une estimation de 23 000 MW jour. Le Cameroun a mis en place un dispositif pour faciliter l'accès à l'électricité au plus grand nombre. Le barrage de Sonlolo produit 384 MW par jour, EDEA 267, Lac d'eau 72 MW par jour. La persistance du déficit énergétique a amené le gouvernement à construire des barrages et centrales thermiques. C'est le cas de Menvele, Mekine ou encore la centrale thermique à gaz de Kribi, appelé à résorber une partie du déficit énergétique des régions du centre, de l'ouest et du littoral. La réorganisation du secteur qui inclut le transport d'électricité à travers un vaste programme de mise à niveau du développement des infrastructures à l'horizon 2021 a coûté à l'État une somme de 500 milliards de francs CFA. Examinons à présent la situation de deux projets qui devraient augmenter de 226 MW la production de l'énergie électrique au Cameroun. Il s'agit des centrales hydroélectriques de Mekine et Menvele, logées dans la région du Sud. Puissance et perspective de ces ouvrages dans ce zoom de Jean-René Mengele, CRTV Sud. Deux projets en phase terminale entretiennent l'espoir pour la résorption de la crise énergétique actuelle au Cameroun. Mekine prévu pour produire 15 MW d'électricité et sur la dernière ligne droite. Le projet en lui-même, il est terminé. Donc nous sommes dans la phase des rodages et des réglages. Pour parler de l'aménagement hydroélectrique de Mekine, vous avez principalement une usine de pied avec une puissance installée de 15 MW. Vous avez un poste électrique élévateur qui prend toute l'énergie qui est produite dans la centrale
à 6,3 kV et qui l'élève à 110 kV. Et le 110 kV est transporté sur une distance de 33,1 km sur le poste ABC de Ndjomi et Kombo qui joue aussi le rôle de poste d'interconnexion avec le réseau Eneo. L'espoir est donc permis, celui de disposer à suffisance du courant électrique, mais il faut pour cela procéder à quelques réglages. Chaque fois qu'on démarre un nouvel équipement, on a toujours besoin de faire beaucoup de petits réglages pour être sûr que nous répondons à la demande. Ce chantier qui a débuté en mai 2012 pour 25 milliards de francs est la première phase de la mise en valeur du potentiel hydroélectrique du Dja, estimé à 800 MW. Même veut le plus important projet hydroélectrique du septenat, avec une puissance électrique de 211 MW, a déjà fait l'objet d'une réception provisoire le 17 juin 2017. Une étape importante dans le processus de livraison de l'ouvrage à son propriétaire, l'État du Cameroun, qui attend la fin des travaux de construction de la ligne de transport de l'énergie déjà dans le Yong-Isso. Au total, c'est 800 pylônes qui seront installés jusqu'à Yaoundé, conditions nécessaires pour disposer en tout temps de l'énergie électrique. Un autre projet devrait porter la capacité de production de l'énergie électrique au Cameroun à 75 MW supplémentaires. C'est le barrage hydroélectrique de Bini Awarak en construction dans la Damawa. Où en est-on exactement avec les travaux? Le point dans ce reportage d'Oumarou Kadili Angaoundéré. Sur le site de construction du barrage hydroélectrique de Bini Awarak, l'entreprise chinoise Sino Hydro s'emploie à matérialiser sur le terrain ce projet du chef de l'État. Le délai d'exécution est de 4 ans et ce projet comprend principalement un barrage, le système d'adduction, l'usine hydroélectrique et puis la ligne de transmission des puissances. C'est un projet qui va donc renforcer le réseau interconnecté Nord. À peine que soient déjà finis les travaux préliminaires en attendant leur seconde phase, les populations riveraines ici disent leur gratitude au président de la République au regard de l'impact qu'aura cet ouvrage. Ça va avantager l'arrondissement et voir tout le Cameroun. Nous sommes très contents de l'arrivée de ce barrage et nous souhaiterons que ce barrage se réalise dans le bon sens. Une centrale hydroélectrique, facteur de croissance économique et surtout de création d'emplois. Un important investissement qui vient davantage illustrer les bons rapports de coopération qu'entretiennent le Cameroun et la Chine, dont l'expertise est requise pour que sorte définitivement de terre ce barrage. Et j'accueille à présent l'invité du 20h30, Théodore Nsangou, directeur général d'Electricity Development Corporation. Vous venez de suivre ce dossier avec moi. Première question, en quelques chiffres et quelques faits, quel est l'état actuel de la production de l'énergie électrique au Cameroun? Merci beaucoup. Alors, en quelques chiffres, nous avons 1400 MW installés dans notre pays. Et sur les 1400 MW, il y a 400 MW de thermique, ce qui fait un ratio d'environ 30% du thermique, 70% hydraulique. Et rien que sur la Sanaga, nous avons 2 barrages qui sont Sonloulé et Déa, qui totalisent à peu près 660 MW et qui sont maintenant régularisés par l'Ompangar. L'Ompangar, justement, est un ouvrage dont la capacité de production est escomptée à 6 milliards de mètres cubes. Mais depuis sa mise en eau, depuis 2015, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il a apporté? D'abord, l'Ompangar a augmenté le débit de la Sanaga de 40%. La conséquence de cette augmentation, c'est 170 MW de puissance garantie hydraulique à Sonloulé et Déa sans investissement supplémentaire. C'est énorme. Mais dès qu'on construit le barrage de Nachtigal, qui, comme nous le savons, a 420 MW de puissance installée, il y a 260 MW de puissance garantie et dont 130 générés par l'Ompangar. La conséquence immédiate de l'Ompangar, c'est non seulement les 170 MW à Sonloulé et Déa, mais aussi une économie de gasoil de plus de 20 milliards par an par Eneo. C'est énorme. Vous avez certainement conscience que malgré tous ces efforts, et malgré les projets dont on a présenté certains dans ce journal, la production reste insuffisante et beaucoup de ménages sont dans le noir. Quels sont les espoirs? Qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui ne va pas? Bon, disons que nous sortons d'une situation où on était un déficit extrêmement important. Il faut maintenant accélérer
la construction des ouvrages, vous en avez mentionné un certain nombre. Je pense en particulier à Nachtigal, qui va booster complètement la production hydroélectrique dans le réseau interconnecté sud, avec les 420 MW de Nachtigal, qui est placé à 70 km de Yaoundé. Ça va structurer complètement le réseau de transport dans la capitale du pays. Vous avez parlé de Bini, c'est important. Nous avons aussi son nom, toujours sur la Sanaga. Et Memvele, dont on pense qu'on pourra le mettre en service avant la fin de cette année. Une fois que tout ceci sera réalisé en termes de production, nous allons rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande pour ne plus être en situation de déficit production. Mais à cela, il faut aussi améliorer le réseau de transport en essayant, disons, de régler la question du transport et de la distribution, d'où l'intervention de Sonatel et même des NIO pour la distribution. Une fois qu'on a fait tout ça, nous nous retrouverons aux environs de l'année 2020 dans un équilibre où on va sortir déjà de cette crise énergétique. En plus, il ne faut pas oublier le solaire qui est en train de développer un peu partout, au nord, à l'est, dans la Namawa, parce que le coût du solaire a beaucoup diminué et fort heureusement, les kits solaires ont beaucoup diminué avec l'intervention des entreprises chinoises, justement. Est-ce qu'il y a un juste équilibre entre l'énergie destinée aux ménages et celle qui devrait servir à l'industrie? Pour le moment, plus de 80% de cette énergie est destinée aux ménages, puisque l'industrie est encore faiblement développée. Nous n'avons qu'à l'UQAM, c'est-à-dire le Rio Tinto Alcan, et nous pensons que une fois qu'on aura l'énergie abondante à moindre coût, les industriels vont s'installer et on pourra donc avoir un boom énergétique, un boom industriel qui était une condition pour passer à la croissance à 2 chiffres dans notre pays pour l'économie. Il y a ces fameux droits d'eau, une redevance introduite, je crois, par la loi de 2011 sur le secteur de l'électricité. Depuis que cette loi est entrée en vigueur, qu'est-ce que cela a apporté et à qui profitent les droits d'eau? Bon, d'abord, les droits d'eau ont pour but d'aider l'État à ne pas rembourser la dette de Lompanga. Parce que pour construire Lompanga, l'État a contracté des emprunts, rétrocédés immédiatement à EDC. Et les droits d'eau permettent à EDC de rembourser directement l'emprunt, de ne plus vivre de subventions de l'État. Et l'État est gagnant parce que le poids de la dette diminue et EDC ne vit plus sur les subventions de l'État. Nous avons progressé depuis sur ces affaires de droits d'eau. Nous avons même obtenu une avance sur ces droits d'eau au niveau du ministère des Finances et les documents sont en train d'être signés. Nous pensons qu'avant la fin de cette année, ces droits d'eau seront opérationnels. La conséquence est importante. Et une fois que Nachtigal sera opérationnel, ces droits d'eau vont augmenter et ça va peut-être aider à l'avenir l'État pour apporter l'equity sur d'autres projets de barrages dans le pays. C'est important. Une question d'actualité peut-être pour terminer, Monsieur le Directeur Général. Les regards sont braqués vers la Chine où se trouve le chef de l'État et où va se tenir la semaine prochaine le forum Chine-Afrique. Sur le plan de l'énergie, est-ce que la Chine est un partenaire fiable au regard des projets qui ont déjà été réalisés ou qui sont en train d'être réalisés avec ce pays? Mais vous avez cité un certain nombre d'ouvrages comme Memvele, qui sont d'excellente qualité, Mekim, et Lompanga. N'oublions pas que les entreprises chinoises n'ont pas seulement travaillé sur le financement Exim Bank. Pour construire Lompanga, les entreprises chinoises ont été qualifiées suite à un appel d'offres de la Banque mondiale, et on est surpris d'avoir le progrès de l'entreprise chinoise en termes de respect de l'environnement. Et l'avantage des Chinois aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas seulement forts en génie civil. Ils ont beaucoup progressé dans les équipements électromécaniques et les équipements hydromécaniques parce qu'ils apprennent vite. Et comme en plus, les Chinois ont beaucoup de moyens financiers, c'est un partenaire extrêmement fiable et c'est peut-être même l'avenir de l'Afrique. Théodore Sangou, merci d'être venu répondre en direct aux questions du 20h30. Je vous remercie. La suite du journal dans quelques instants maintenant. Dans la suite du journal, justement, la joie des populations de Bakou dans le Honkam, c'est à l'ouest. Leur centre de santé a été entièrement rénové par le Cercle des Amis du Cameroun, fondé et dirigé par la première dame, Chantal Biya. L'infrastructure a été remise aux bénéficiaires ce jour par la représentante personnelle de la première dame, Linda Yang. Richard Talatodem raconte la cérémonie. Reportage.
de Bakou et tout le département du Honkam était en fête ce 30 août 2018. Le Honkam est en haut, grâce au CERAC. En venant chez nous, Madame Chantal Biya a placé Bakou sous les feux de la rampe. C'est que la première dame a rénové et équipé le centre médical d'arrondissement de Bakou. Madame Chantal Biya a dépêché pour cela à Bakou sa coordonnatrice générale, Linda Yang, pour la rétrocession officielle. Linda Yang avait également de la première dame des équipements et matériels sanitaires pour une douzaine de centres de santé dans le Honkam, du matériel et des intrants agricoles pour les braves femmes rurales et du matériel de formation pour les handicapés. Les populations ont bravé la pluie, sortant nombreuses pour venir accueillir la représentante personnelle de la première dame. Et Linda Yang le leur a bien rendu en insistant sur l'humanisme de la première dame qui se vit au concret dans le département du Honkam. C'est Madame Chantal Biya qui nous a envoyés à Bakou. Elle vous dit d'être toujours fière, imprégnée des valeurs fondatrices que Madame Chantal Biya promeut inlassablement. Il s'agit de l'amour, fraternité, solidarité et partage. Et tout le monde, il était content. Mon personnel et moi, nous sommes très contents. Lorsque nous avons d'abord appris que le CERAC a choisi Bakou pour rénover et équiper, on se disait peut-être c'était un rêve, peut-être ça n'allait pas arriver. Donc nous sommes très contents que ça soit réel. Donc c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Les hommes de foi ont prié pour Madame Chantal Biya et son illustre époux, et pour dire merci, les paroles seules ne pouvaient pas suffire. Ici à Yaoundé, la 5e édition des journées TIC et numérique s'est ouverte ce jeudi sous le parrainage du Premier ministre chef du gouvernement. Thème de l'activité, Air digital africain, et la cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom-Lilikeng. Nous en parlons avec Agnès Solange-Abessolo. Le sujet est digitalement traité entre experts en entrepreneuriat numérique, soucieux de vulgariser et d'assouplir cette technologie dite intelligente. Maintenant, on est plus dans les objets connectés, la montre connectée. Le téléphone, vous marchez, le téléphone vous dit cette journée, vous avez fait 6000 pas ou 4000 pas. C'est l'Internet des objets connectés. Donc l'Internet évolue et c'est pour ça qu'on parle de technologie 4.0. Vecteur de l'accélération de la croissance, il favorise surtout la création des niches d'emplois nouveaux dans tous les secteurs d'activité et développe au niveau national des produits fabriqués localement. À date, un incubateur Afrolab de dernière génération est implanté récemment au campus de l'IAI Cameroun pour faciliter les recherches. Une étape importante dans le processus de valorisation du savoir-faire digital africain. Des actions encouragées par le gouvernement qui assurent un encadrement certain des jeunes porteurs de projets innovants. Ce n'est pas en un jour qu'on devient un entrepreneur numérique. Donc le gouvernement identifie d'abord les talents, les encadre et maintenant on arrive aux cruciaux problèmes de financement. Parce que ce sont des jeunes entreprises. Il faut une structure qui joue l'intermédiation, une sorte de garantie. C'est donc tout ça qu'on est en train de mettre ensemble avec les start-up elles-mêmes. La 5e édition des journées TIC est donc une occasion propice pour multiplier des business plans susceptibles d'attirer les financements et les investisseurs. Dans le sud-ouest, les autorités administratives et traditionnelles se mobilisent pour que la rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions. Assurance du gouverneur du sud-ouest, Bernard Okalia-Bilaï, dans ce reportage de Stéphane Tala de CRTV Sud-Ouest. Ont effectivement fréquenté avec 21 établissements scolaires du primaire vandalisés dans le sud-ouest au cours de l'année scolaire écoulée. En présentant ces chiffres sur les ondes de CRTV Sud-Ouest, le délégué régional de l'éducation de base, Dorothy Motazé, s'est voulu optimiste. Au regard des menaces sécuritaires, la communauté éducative de la région pourra encore compter sur l'administration et les forces de sécurité cette année. L'administration et les forces de sécurité sont là pour assurer la protection des élèves et des parents. Mais nous avons besoin du soutien de la population en termes de renseignement, qu'ils dénoncent tout ce qui continue de terroriser les enfants pour qu'ils n'aillent pas à l'école.
Également dans le studio en plein air, le maire de Buea, Patrick Ekemaesunge, annonce des bourses et manuels scolaires d'une valeur de 20 millions de francs CFA pour les apprenants de la maternelle à l'université. Les responsables du privé et de l'éducation islamique ont saisi la plateforme pour assurer du bon déroulement chez eux des préparatifs de la rentrée scolaire. À l'université de Buea, on se prépare activement pour la rentrée académique et les autorités l'ont fait savoir sur les ondes. Cette dynamique de vulgarisation de l'importance de l'éducation a aussi mobilisé les membres de la société civile, élèves, autorités traditionnelles et religieuses autour du chef de station CRTV Sud-Ouest, Kanga Williams Wassaloko. Et sachez que les pèlerins camerounais en séjour en terre sainte de l'islam depuis 3 semaines s'apprêtent à quitter l'Arabie Saoudite après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Mais avant de quitter la Mecque sous l'encadrement de la délégation officielle du Hajj 2018, les pèlerins ont prié pour la paix, l'unité et le vivre ensemble au Cameroun. De la Mecque, justement, le reportage de notre envoyé spécial, Ousmane Sanda. De prière pour la paix qui a eu lieu à l'esplanade de la résidence des pèlerins camerounais. Une bonne demi-douzaine des oulémas ont conduit des prières en faveur du vivre ensemble dans notre pays, notamment contre les problèmes qui ont cours en ce moment dans le sud-ouest et le nord-ouest. Prière contre Boko Haram dans l'extrême nord, prière contre les preneurs d'otages dans la Damawa, prière contre l'insécurité à l'est. Et c'est en cœur que les fidèles présents ont répondu à l'appel. Ma prière dans ce domaine est une prière pour la paix. La paix sans laquelle rien n'est possible partout au monde, et en particulier pour notre pays. Tout Camerounais doit avoir des ambitions heureuses pour son pays, et j'en suis un. Au-delà de la dimension religieuse de l'acte ainsi posé par les pèlerins camerounais, il ressort de la séance de prière de ce jour une farouche volonté de Camerounais, musulmans ou non, ressortissants des régions francophones ou anglophones, de prier pour l'unité et l'intégrité territoriale du Cameroun. Le lieu était indiqué pour que nous puissions nous rencontrer, nous rassembler et dans une totale communion de cœur, prier ensemble. Prier pour que la paix revienne au Cameroun, prier pour que l'unité prévale au Cameroun, prier pour que la solidarité soit de rigueur entre tous les enfants du Cameroun. Après 3 semaines passées en Arabie Saoudite, le premier contingent des pèlerins camerounais quitte la Mecque le 1er septembre 2018 pour le Cameroun. Et ils vont continuer à être des ambassadeurs de la paix. Le Jeudi des régions nous conduit ce soir dans le nord où les populations de certains quartiers et villages vivent le calvaire de la furie des eaux. Situation inquiétante qui a causé d'énormes dégâts, mais heureusement pas de perte en vies humaines. Oumarou Boubakari de CRTV Nord à Garoua. Les fortes pluies qui s'abattent de manière récurrente dans la région du Nord sont à l'origine de nombreux dégâts matériels. Certains quartiers de la ville de Garoua, à l'instar de Sabongari, Soari Dépôt, Poukloukou et Ourotalaka, sont dans l'eau. Les murs, les maisons, l'eau est partout. Ici, les populations ont perdu le sommeil. On ne dort même plus. Quand il pleut comme ça, on se lève, ça mouille tous les machines, même le lit, les bancs, ça porte les canapés. Et même les routes deviennent impraticables. À Poli, dans le Faro, le quartier résidentiel Mayo-Wokbe, où se trouve le pont, est coupé du reste du département. Il n'y a pas que ce pont, il y a également le pont précédent, celui-ci. Au tableau de bilan, les meubles endommagés, les toitures emportées, les arbres déracinés et des champs dévastés, l'épineux problème de l'urbanisation dans certains quartiers et villages de la région du Nord se pose avec acuité et il y a donc lieu de s'inquiéter quand on sait que les inondations de 2012 avaient causé d'énormes dégâts avec plus de 60 victimes. Et face à la recrudescence des inondations dans la région du Nord, avec pour corollaire les dégâts que vous avez constatés, les populations et les pouvoirs publics
conjugue des efforts pour contenir le phénomène. Parmi les mesures préventives, le projet de restructuration et de rénovation des quartiers à Garoua et la sensibilisation des populations. Le reportage de Claver Pascal Ndanga de Sir TV Garoua. La montée des eaux dans la région du Nord, avec leur lot de victimes, draina également une flopée de questionnements, préoccupe les populations résolues à venir à bout du phénomène. Le gouvernement nous a proposé beaucoup de lieux. Nous faisons les travaux, tous les vendredis, les jeudis, nous on travaille. Si on ne ramassait pas les caniveaux, l'eau là, ça devait entrer dans toutes les maisons là-bas depuis en haut. Aux côtés de ces populations, les pouvoirs publics déterminés à apporter des réponses efficaces à travers des mesures préventives. Le chef de l'État a répondu avec un projet qui est lancé depuis 1 an et qui est en étude, le projet de rénovation et de restructuration de ces quartiers. Tous ces quartiers susceptibles d'être inondés sont pris en compte. La croisade contre l'occupation anarchique de l'espace urbain, tout comme les zones à risque, s'intensifie. Il faut sensibiliser la population et leur dire que là où ils se sont installés, c'est des zones marécageuses qui sont susceptibles d'être inondées. Avec la dernière inondation de 2012, beaucoup se sont déplacés des espaces où ils occupaient. Et aujourd'hui, ces espaces-là sont des espaces vierges qui seront aménagés dans le cadre de ce projet. Autant de mesures prises pour atténuer les conséquences de la furie des eaux dans la région du Nord, malgré la résistance de certains à quitter les zones à risque. Quelques nouvelles politiques avec le chef de la délégation départementale permanente du RDPC pour l'océan, Jules Dorendongo. Il vient de rétrocéder à l'État du Cameroun et pour le compte de l'école publique de l'Indi Aviation à Kribi. Il vient donc de rétrocéder du matériel pour cette école. C'était en présence du gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Le reportage de Salvador Becha, de Sir TV Sud, à Kribi. Dès la rentrée scolaire prochaine, les élèves de l'école publique primaire et maternelle de l'Indi Aviation ne suivront plus les cours dans les locaux de fortune. Une élite du coin et militant du RDPC a mis à leur disposition des salles de classe construites en matériaux définitifs. D'un homme comblé qui a pu réaliser son rêve, celui-là de contribuer au développement de mon village, au développement de mon arrondissement, au développement du département de l'océan. Le chef de la délégation départementale permanente du RDPC dans l'océan, Jules Dorendongo, reçoit les clés de ces 2 salles d'une valeur de 15 millions de francs CFA avant de les remettre à l'État du Cameroun. Un geste comme celui-ci, où une jeune élite, un militant de notre parti, le RDPC, s'investit dans un secteur sensible comme celui de l'éducation de la jeunesse, cela doit être salué. C'est un geste de générosité de sa part et en notre qualité de représentant de l'État, nous le remercions pour ce geste fabuleux. Dans leurs faits et gestes, population, forces vives et élites ont reconnu que ce geste citoyen et patriotique vient embellir davantage la vitrine des grandes réalisations du renouveau dans l'océan. Nous restons dans le sud avec ce geste des Bayam Selam. Elles ont mobilisé la somme de 11 millions de francs pour soutenir la candidature du président Paul Biya. Nous regardons tout cela dans ce reportage de Sir TV Sud. Dans une ambiance des grands jours, à l'image de l'océan Atlantique qui déborde, les Amazones du président Paul Biya expriment leur soutien indéfectible à leur candidat naturel. Comme des guerrières, elles ont secoué leur grenier à fond. C'est nous qui sommes heureux et honorés aujourd'hui de contribuer à la campagne de notre candidat seul et unique, j'ai nommé le président Paul Biya. Nous allons le soutenir, pas seulement avec la parole, pas seulement avec les chants, mais aussi nous accompagnons avec les moyens pour que sa campagne puisse réussir. Nous devons aller avec notre champion jusqu'à la dernière énergie. Le sénateur Grégoire Mbamba reçoit à la salle des fêtes de Kribi une contribution d'1 million de francs des Amazones en guise de contribution à la campagne qui pointe à l'horizon. Malgré les rentrées scolaires, malgré la souffrance, ces femmes n'ont rien, elles n'ont pas d'activité, elles sont des Bayam Salam, elles se débrouillent, mais elles ont dit pour Kribi, pour notre président, monsieur le sénateur, coordinateur général, voici notre souffrance, voici notre sueur.
debout et engagés. Les Amazones du président Paul Biya, constituées des Bayam Selam et autres ménagères, se rangent déjà en ordre de bataille à Kribi pour réserver un véritable plébiscite à leur candidat champion. En sport FECAFOOT, le deuxième mandat du comité de normalisation arrive à expiration. Demain, 31 août, la mission assignée à Dieudonné Api et son équipe n'est toujours pas accomplie. Pas de texte adopté, ni d'élection d'un nouveau bureau exécutif 12 mois plus tard. Question, que se passera-t-il après la fin du deuxième mandat dans quelques heures? Évariste Yenga pour les réponses. Zurich va se prononcer dans les prochaines heures. Attendu de la FIFA, des textes de la FECAFOOT validés et un calendrier électoral d'adoption de ces textes par l'Assemblée générale. Mais il y a une troisième attente à combler dans les meilleurs délais, l'après-deuxième mandat du comité de normalisation présidé par Maître Api. Ici au siège de la FECAFOOT, on est optimiste et l'on prend appui sur 4 arguments. Des émissaires de la FIFA ne viendront pas au Cameroun cette fin de mandat pour évaluer et proroger comme à l'accoutumée. Une nouvelle prorogation du mandat sera notifiée depuis le siège de la FIFA par voie de correspondance entre jeudi et vendredi prochain. La durée de la prorogation n'est pas déterminée, elle sera de 3 mois tout au moins ou de 6 mois tout au plus. Le comité de normalisation arrivé en fin de mandat est en pole position pour être reconduit. Un élément milite en sa faveur, la maîtrise des problèmes à résoudre. Ces problèmes sont de 2 ordres depuis août 2017. Doter de la FECAFOOT de nouveaux textes, organiser des élections crédibles au niveau départemental, régional et national. Mais 12 mois plus tard, les problèmes à résoudre par l'équipe de Maître Dieudonné Api ne le sont toujours pas. Les yeux restent rivés sur Zurich. Et dans les rendez-vous de la CRTV, je vous recommande vivement la diffusion du Club de la presse de l'Union de la presse francophone. L'invité du soir, c'est le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou. Il répond à toutes les questions d'actualité en rapport avec son département ministériel. Le Club de la presse de l'UPF, c'est tout à l'heure, à 22 h. Merci d'avoir regardé ce journal. Dès demain, Karine Olivier-Abid sera là pour le 20h30 du week-end. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à minuit avec Jean-Cyriac Besseux et Yves Fomousso. Merci aux équipes techniques, rédactionnelles et éditoriales mobilisées toute la semaine pour produire le 20h30. Bon week-end sur votre antenne.